une semaine, il a dit allez signer, là, aux gens. Oui, c'est ça. Ça, c'est des petites choses à vendre, ça coûte 5 $. Alors, ça, on travaille là-dessus aussi, parce que là, justement, on a 20 000, presque 20 000. Oui. Simplement le PowerPoint. Si on ne peut pas le projeter, soit je le projette. Parce que je suis vraiment, j'en revenais pas, je pense qu'il n'y a plus d'encre, il n'y a pas assez d'encre. C'est possible de mettre ton ordinateur sur la table. Ben oui, c'est ça. Exactement. OK, on va vous installer votre année. Ça, c'est toi, ça? Non. Non? Il y a une fondation ici. Ça sera d'abord M. Michel Lincourt, qui est ici, et qui est de formation un architecte, également un urbaniste, et qui est une personne qui était au conseiller de l'UNESCO pour les questions il s'agit en fait du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il s'est occupé, il a fait une trentaine de missions à ce sujet concernant en fait le patrimoine mondial et différentes choses de la Banque mondiale pour ce genre d'activité. Mais il est aussi l'auteur d'un roman, Mémoire de lumière, qui est paru en fait seulement l'année dernière, je pense. Oui, c'est ça. Et qui se situe entièrement à la période de Diderot, c'est-à-dire à la période des Lumières. Donc nous aurons M. Michel Lincourt. Ensuite, M. Dumouchel, Daniel Dumouchel, est lui une personne qui est un docteur en philosophie. Là, nous avons des grosses pointures ce soir, je vous préviens. Qui est diplômé de l'université de Paris 4, qui est la Sorbonne, et qui est professeur de philosophie moderne au département de philosophie de l'Université de Montréal. Et ses intérêts et ses compétences sont dans l'histoire de la philosophie moderne, et sur Kant, Hume, les Lumières françaises, l'histoire de l'esthétique philosophique, etc. Il a publié aussi un certain nombre d'ouvrages, mais qui sont je dirais ce qu'on appelait en anglais des ouvrages peut-être typiquement qu'on va trouver dans les milieux universitaires, c'est le milieu académique. Monsieur Mithya Rioux a fait ses études en philosophie jusqu'au doctorat à l'Université de Montréal. Et sa thèse était en fait dirigée par monsieur Daniel Dumouchel, si j'ai bien compris. Et portait sur les relations entre la théorie de la connaissance et l'esthétique dans la pensée de Diderot. Là, on est en plein sur le sujet. Le premier des axes qui intéresse en fait monsieur Rioux, c'est ce qui touche à l'histoire du concept d'imagination, et en particulièrement aux transformations qu'il affecte dans le courant du XVIIIe siècle. Le second axe touche la production et la transmission des savoirs, c'est-à-dire la manière dont la connaissance scientifique se développe et se partage au sein d'une société donnée, et l'utilité que cette société en retire. Le point de départ ici était le travail fait par Diderot pour l'encyclopédie, qui est évidemment l'ouvrage phare des Lumières françaises. Bien, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Michel Lincourt pour une courte biographie de Diderot. Je vais commencer par dire que cette année marque le tricentenaire de la naissance de Diderot. Et à l'occasion de cet anniversaire, il y a à travers le monde, dans à peu près tous les pays, et d'Asie, et d'Europe et d'Amérique, des événements reliés pour fêter cet anniversaire. Donc nous nous inscrivons ici à l'association humaniste dans ce grand courant d'événements pour Diderot.
Finalement, Diderot a une vie assez tranquille. Il est né à Langres, en France, en 1713, en fait le 5 octobre, et c'est en plein règne de Louis XIII, enfin Louis XV plutôt, qui est arrivé au pouvoir en 1715 à la mort de son père, et qui a duré jusqu'en 1774. Il a fait ses études à Langres, puis il est allé à Paris, et pendant une dizaine d'années, il a vécu de bric et de broc à Paris. On sait peu de choses de cette période de sa vie. Il a fait, en 1741, un mariage d'amour, en fait, contre la volonté de son père, qui s'est opposé farouchement. Il a fait un mariage avec une dame qui est restée son épouse jusqu'à la fin de sa vie, et qui est Madame Antoinette Champion. Il a fait la rencontre avec Jean-Jacques Rousseau en 1742, et c'est quelques années plus tard, 2 ou 3 ans plus tard, qu'il a commencé son grand travail de l'encyclopédie. C'est un travail qui a duré à peu près 25 ans, et qui fut un immense, en fait, la plus grande aventure scientifique et littéraire du 18e siècle. Mais il y avait des risques à cette époque à manipuler les idées. Et il a été emprisonné à Vincennes de juillet à novembre 1749, suite à toutes sortes d'aventures et de dénonciations. Et je dois dire qu'il a eu très peur. À certains moments, il pensait passer le reste de sa vie en prison. Mais finalement, c'est plutôt des arguments économiques qui ont fait que les libraires ont beaucoup insisté pour qu'il ressorte de prison pour continuer son travail de direction du projet de l'encyclopédie. Et il a toujours été snobé par les pouvoirs politiques français, donc il n'a jamais été nommé à l'Académie française, par exemple, où il n'y a jamais eu de récompense ou de nomination française, mais il a été nommé à l'Académie de Berlin en 1750. Il a eu 4 enfants, les 3 d'entre eux sont morts tout jeunes. Et finalement, sa fille qui a vécu, qui a été la prunelle de ses yeux, qui s'appelait Angélique, est née en 1753. De 1756 à 1773, il a dirigé une espèce de feuille de chou, une espèce de correspondance avec les cours étrangères, avec un gars qui est devenu son ami, qui s'appelait Melchior Green. Et ça s'appelait la correspondance littéraire. Il s'est chicané avec Rousseau, qui était son copain, en 1757. Il a, pendant de très nombreuses années, subi d'innombrables attaques de la part de ceux qui s'opposaient à la fois à l'encyclopédie et au mouvement qu'on a appelé le mouvement des philosophes. Il faut se souvenir que pendant ce temps-là, c'était la guerre de 7 ans. Il a noué une relation, est-ce qu'elle a été platonique ou plus amoureuse? Bon, les historiens divergent d'opinion là-dessus, avec une dame qu'il a appelée Sophie Volant et avec qui il a eu une correspondance vraiment extraordinaire. Rappelons qu'à la même époque, en 1759, c'était la bataille des plaines d'Abraham et des grands changements ici au Québec. Le projet de l'encyclopédie a pris fin entre 1765 et 1772. Les dates varient parce que ça s'est fait sur une plus longue période. Il y a des morceaux qui ont été finis, etc. Il est celui qui a inventé la critique d'art et il a fait des critiques d'art de salon qui étaient des expositions d'œuvres d'art. Le film d'il y a quelques jours sur le chevalier de la Barre qui a été exécuté pour avoir soi-disant manqué de respect lors d'une procession, ça a eu lieu en 1766. Sa fille s'est mariée quelques années plus tard. Le seul voyage qu'il a fait véritablement en dehors de France est un voyage en Russie pour aller s'entretenir avec l'impératrice de Russie.
Et il est décédé à Paris en 1784, il avait 71 ans. Et 5 ans plus tard, c'était la Révolution française. L'œuvre de Diderot est considérable. J'ai ici quelques exemples. Et en rouge, c'est, à mon avis personnel, le plus important. Le Neveu de Rameau est un petit roman, une conversation entre Diderot et Diderot, en fait. C'est l'homme honnête contre l'homme cynique, le bien et le mal. Et selon Goethe, le grand penseur allemand, c'est un chef-d'œuvre tout à fait absolu. Il a fait beaucoup d'œuvres philosophiques et le rêve de d'Alembert est probablement ce qui est plus important parce c'est là, dans cette œuvre, qu'il a développé le matérialisme, qui est la grande théorie et qui est à la base, d'une certaine façon, de développer cette idée-là plus à fond, la morale naturelle et la laïcité. Parmi les autres œuvres, il a, par exemple, écrit le paradoxe sur le comédien, qui redéfinit la théorie de l'acteur de théâtre, qui dit que l'acteur ne doit pas avoir de sentiment parce qu'il incarne un personnage et le sentiment, c'est pas le sien, c'est le sentiment du personnage. Donc il doit être toujours maître de ses émotions. Bien sûr, l'œuvre principale, c'est l'encyclopédie. C'est 17 volumes de texte, 11 volumes d'illustrations, 74 000 articles, et à peu près tous les articles ont été corrigés par Diderot. Il a rédigé lui-même 3500 de ces articles. D'Alembert, qui fut son associé pendant quelques années au début, en a fait 1600. Et finalement, le successeur de d'Alembert, qui était le chevalier de Jaucourt, en a écrit, lui, 17 000 articles. Alors, on a vu que c'était 3 hommes. Et l'encyclopédie a été déclarée une œuvre tout à fait spectaculaire. Et Jules Michelet, un siècle plus tard, a dit que l'encyclopédie, c'était bien plus qu'un livre, c'était la conspiration victorieuse de l'esprit humain. Alors ça, c'est un peu une interprétation de ma part, d'un comité éditorial de l'encyclopédie, ça devrait ressembler un peu à ça. Diderot était un honnête homme par excellence, il était chaleureux, généreux, tolérant, doux, éloquent, charmeur, brillant causeur, il adorait parler, mais savait écouter. Il était bon vivant, rieur, et il donnait du génie à ceux qui causaient avec lui. La pensée de Diderot est extrêmement vaste et couvre beaucoup de sujets. Il a bien sûr la valorisation du savoir avec le projet de l'encyclopédie, le matérialisme. Il a eu l'intuition de la théorie de l'évolution bien avant Darwin. Et il a été l'un des premiers à critiquer ce que l'argument physico-théologique, c'est le créationnisme aujourd'hui. Alors, il a démoli cette théorie-là. L'idée de Deltom, du philosophe, la réforme du théâtre, la critique d'art. Bon, son attitude vis-à-vis de Dieu a évolué, allant dans sa jeunesse, il était modérément croyant et à la fin de sa vie, il était athée. Voilà, alors je vais conclure ici cette très courte et trop courte biographie de Diderot et je vais passer la parole à Daniel Dubouchel. Bonsoir tout le monde, je voudrais remercier d'abord l'association humaniste d'avoir organisé cet événement et de m'avoir invité, d'avoir invité aussi bien sûr Thierry Hubaud, merci aussi à M. Lincourt qui s'est occupé de préparer cette biographie et d'organiser aussi l'événement. Donc, je disais tout à l'heure, parce qu'on ne m'a pas entendu, que je remerciais l'association humaniste donc, pour son invitation. Je vais donc enchaîner sur ce qu'a dit M. Lincourt en
faisant quelques remarques sur le matérialisme de Diderot. Je vais essayer de laisser de la place à celui qui est à ma gauche, qui parle sur un thème qui est tout de même relativement proche du mien. Alors, j'ai essayé de faire en sorte de ne pas répéter ce que j'avais vu entièrement dans ces diapositives. Il est inévitable, je pense, que nos propos se croisent un peu. Donc, je dis bien l'hypothèse matérialiste ici, parce que je pense qu'il faut y insister. Pour Diderot, comme pour à peu près tous les philosophes, je dirais qu'ils ne sont pas seulement des philosophes militants, engagés, si on peut dire, dans une sorte de combat idéologique, mais qui sont en même temps des philosophes à cette époque. Le matérialisme est une hypothèse. Et c'est une hypothèse dans la mesure où, évidemment, le matérialisme ne se prouve pas, ne se démontre pas. Mais c'est une hypothèse qui constitue un horizon d'explication de l'ensemble des phénomènes humains dont s'occupe la philosophie. Je vais y revenir à l'instant. Il me semble que ce matérialisme, à l'époque des Lumières, et particulièrement le matérialisme français, est une anthropologie radicale. J'emploie le mot anthropologie au sens philosophique, c'est-à-dire d'une théorie de l'être humain. Et elle est radicale parce que le matérialisme veut repenser complètement l'être humain, l'ensemble donc de ses facultés, de ses manifestations, sous forme de connaissances, sous forme morale, politique, etc., à partir de son insertion dans, disons, pour aller vite, la nature, ou ce qu'on pouvait appeler à l'époque la matière, dans la mesure où le mot matérialisme vient du fait que les matérialistes sont ceux qui soutiennent qu'il n'y a qu'une seule substance, au sens philosophique du terme, par opposition, disons, à l'idée qu'on trouve chez des philosophes comme Descartes, qui soutiendrait plutôt que l'être humain, au fond, est divisé ou composé de deux substances, la chose pensante ou la substance pensante, la pensée. Notre esprit, notre âme, en fait, relève de la pensée, il ne relève pas des corps ou de la matière, et les corps étendus, le monde extérieur, y compris notre propre corps, relève de ce qu'on appelle la matière. Les matérialistes, on les a appelés comme ça à partir, il me semble, du début du XVIIIe siècle ou de la fin du XVIIe siècle, les matérialistes sont ceux qui défendent qu'il n'y a que de la matière. Et le matérialisme n'est pas une doctrine nouvelle, c'est une doctrine qui remonte bien sûr à l'Antiquité. Il y a des philosophes matérialistes aussi dans l'Antiquité, mais disons qu'il y a un renouveau du matérialisme à l'époque, à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Je voulais juste dire un mot des enjeux des Lumières, des enjeux, je dirais, intellectuels, idéologiques aussi des Lumières. En général, on distingue dans les Lumières des courants modérés, de réformes modérées, si on peut dire. Et je pense que les gens comme Voltaire ou d'Alembert, dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'il était l'éditeur avec Diderot de l'encyclopédie, sont des auteurs qu'on appelle modérés, pour une raison précise, c'est-à-dire qu'ils ont une conception de la réforme, si on peut dire, intellectuelle et sociale et scientifique à leur époque, qui ne remet pas en question, comme je viens de le souligner, qui ne remet pas en question l'idée que l'être humain, en quelque sorte, participe de deux substances, hein, que, somme toute, la pensée n'est pas la matière. Ce qui définit l'être humain, c'est le fait que nous ayons une pensée non matérielle. Et ce dualisme-là renvoie presque toujours, par définition, je dirais, à une conception, une certaine forme de conception religieuse des choses. En dernière analyse, la non-matérialité de l'esprit explique l'ordre qu'on retrouve dans la nature, hein, et renvoie à un principe d'explication non matériel qui est Dieu. Donc, s'opposent à ça les courants radicaux. Et les matérialistes français, dont Diderot fait partie, relèvent de ces lumières dites radicales.
Elles sont radicales parce qu'elles veulent justement repenser l'être humain sans la référence religieuse, théologique, métaphysique, bon, qui caractérisait la philosophie en général jusqu'à cette époque. J'ajoute encore des courants qu'on appelle antiphilosophiques, mais c'est une sorte, il est difficile de savoir exactement qui sont les antiphilosophes. Les antiphilosophes à l'époque sont à la fois politiquement opposés aux philosophes, qui sont relativement conservateurs, ou alors ils viennent de milieux religieux, si on peut dire ce sont des théologiens, qui s'opposent à la nouvelle philosophie qui conduit selon eux à l'athéisme, etc. etc. Donc ce sont des mouvements politiquement et religieusement conservateurs, si on peut dire. Et j'ajoute encore une quatrième tendance que j'identifierais à un seul penseur, mais qui pour moi est la seule vraie compétition, si on peut dire, pour Diderot et le matérialisme au XVIIIe siècle, qui est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau la pensée de Rousseau se caractérise par le fait que Rousseau est issu des cercles philosophiques. Il pourrait être considéré comme un modéré parce qu'il n'a jamais embrassé le matérialisme, mais il considère, c'est pour ça que je parle d'une conception ambivalente, il considère que les Lumières, en progressant, ne font pas avancer l'être humain. Autrement dit, l'ambivalence que voit Rousseau dans les Lumières est que les Lumières dégradent l'être humain au plan moral en même temps que les progrès sociaux, scientifiques ou intellectuels ou littéraires se font sentir. Donc, je disais ça simplement pour positionner les choses. Au point de vue idéologique, on peut séparer les Lumières en modéré, radical, ou alors, avec des gens comme Rousseau, on peut voir un courant qui remet en question l'idée même que les Lumières soient un signe de progrès, si on peut dire, philosophique et humain. Par contre, si on en reste au plan philosophique, strictement philosophique, là je pense qu'on peut considérer que la philosophie des Lumières est une anthropologie radicale et que c'est vrai d'une certaine façon, aussi bien de certains courants modérés que de certains courants radicaux, au sens politique, au sens idéologique du terme. Qu'est-ce qui caractérise cette anthropologie radicale, cette théorie de l'homme, cette théorie de l'être humain, nouveau genre, si on peut dire, c'est le refus je dirais, de centrer l'être humain dans la théologie ou de penser l'être humain à partir de l'ombre de Dieu, si on peut dire. Autrement dit, c'est l'être humain qui devient, comme Diderot le dit dans l'article Encyclopédie, le terme unique d'où il faut partir et auquel il faut tout ramener. D'où il faut partir, c'est-à-dire que c'est à partir de l'analyse de nos connaissances et de la manière dont se développent les connaissances humaines que l'on doit reconstruire l'ensemble du savoir, mais en même temps, il faut constamment ramener ce savoir à l'être humain. Le savoir des Lumières est anthropologique dans ce double sens. L'être humain est un être autonome qui n'a pas besoin de renvoyer à Dieu ou à un fondement surnaturel, mais en même temps, l'être humain est aussi l'objet final de la philosophie, la raison d'être de la philosophie, ce qui n'intéresse pas, ne nous intéresse pas moralement, politiquement, artistiquement ou scientifiquement, n'est pas philosophiquement intéressant, si on veut un peu simplifier cette idée. Donc, ce que j'appelle l'anthropologie philosophique nouvelle, c'est une genèse radicale dans le sens où il s'agit de repenser l'origine, je dis ici la légitimité, aussi des phénomènes humains, comme la connaissance, la morale, la politique, l'histoire, l'art, et de le repenser sur des bases, si vous voulez, naturelles. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que le matérialisme dans ce contexte-là? Et il me semble que on a deux courants ici qui sont philosophiquement en compétition dans cette genèse radicale dont je viens de parler. Un courant que j'ai appelé dualiste, qui rejoint, donc qui englobe des auteurs fort intéressants et fort importants, comme David Hume en Angleterre, en Écosse, Condillac en France, Rousseau, qui, me semble-t-il, relève de cette anthropologie radicale, mais qui reste dualiste, qui continue de penser qu'en dernière analyse, l'être humain est un être de pensée et de corps, si vous voulez. Qu'il y a une distinction ontologique, si vous voulez, qui compose l'être humain. Les matérialistes
dont font partie la Métrie, Diderot, Helvétius, d'Holbach, je nomme les plus connus, les matérialistes vont plutôt dire, au fond, que la philosophie doit repenser l'ensemble des manifestations humaines comme étant enracinées dans la nature et qu'il n'y a qu'une seule substance, c'est-à-dire il n'y a que, si vous voulez, que de la matière. L'être humain ne peut pas constituer un monde à part dans la nature. La pensée n'est pas un monde à part dans la nature, elle est, en quelque sorte, le produit de la matière. C'est une des phrases qui circule le plus au XVIIIe siècle, qu'on reprend un philosophe qui s'appelle John Locke en la sortant de son contexte. Au fond, rien n'empêche que Dieu ait fait en sorte que la matière pense, ou que la matière produise la pensée. Dans la mesure où nous ne connaissons ni l'essence de la pensée, ni l'essence de la matière, rien n'empêche que la pensée soit en quelque sorte un produit de la matière. Un produit de la matière à un certain niveau d'organisation. Donc, les matérialistes sont ceux qui prennent au sérieux ce projet-là. La vie en général, la pensée en particulier, sont des productions de la matière, si vous voulez. Et la généalogie matérialiste va essayer d'expliquer l'esprit humain lui-même à partir donc de cette organisation corporelle. Bon. Alors, les idées que je voulais brièvement dire ici avant de céder la parole à Mitya, c'est que, à mon sens, une des caractéristiques de la pensée de Diderot, c'est qu'il reste, bien qu'il soit radicalement matérialiste et qu'il ait eu ce cheminement dont a parlé M. Lincourt, c'est-à-dire qu'il a mené de la lettre sur les aveugles en 1749, où s'affirme son matérialisme, jusqu'à, dans les années 60, des textes comme Le rêve de d'Alembert, où là, Diderot développe complètement sa pensée matérialiste, même si le texte n'a pas été publié du vivant de Diderot, ça c'est encore un autre problème. Diderot, je ne sais pas si Mitya sera d'accord, reste constamment attaché au langage de la métaphysique traditionnelle. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui enrage quelque part, comme il le dit quelque part, d'être pris par cette diable de philosophie qui est le matérialisme, et qui arrache l'être humain en quelque sorte à la consolation que pouvait constituer la philosophie traditionnelle d'une certaine manière. Et Diderot est constamment pris dans le langage de la métaphysique, entre autres. Ce qui revient très souvent chez lui, c'est cette triade traditionnelle, ces trois concepts qu'on retrouve ensemble, notamment au Moyen-Âge, qui sont le vrai, le bon ou le bien et le beau. Ça revient constamment ensemble, ces trois termes-là, sous la plume de Diderot. Alors qu'en fait, ce sont des termes qui renvoient à une idée philosophique assez ancienne, selon laquelle l'être, en tant que créé par Dieu, possède un certain nombre de caractéristiques qui transcendent les êtres particuliers, et on appelle ça des transcendantaux, et parmi ces caractéristiques, il y a le vrai, le bon et le beau. Comme si c'était des termes réversibles, comme si ce qui est vrai absolument est aussi bon et est aussi beau. Et là, chez Diderot, ces termes-là reviennent constamment ensemble, et ça constitue, me semble-t-il, les trois termes entre lesquels oscille toujours le matérialisme de Diderot. La question de la connaissance, la question de la morale, la question de la beauté. Ces trois termes sont les trois, me semble-t-il, les trois idées principales, les trois idées auxquelles revient obsessionnellement un peu Diderot, comme s'il fallait repenser cette philosophie, cette métaphysique traditionnelle sur la base de la nouvelle philosophie matérialiste qui est chez Diderot profondément influencée par la science moderne. Il ne faut pas oublier ça. Le matérialisme de Diderot a entre autres cette caractéristique d'être à l'affût de toutes les tendances de la pensée qu'on peut appeler scientifique de son époque. À l'époque, on appelait ça la philosophie naturelle, l'histoire naturelle, mais il s'agit de ce qu'on appellerait, nous, la science empirique. Donc, alors, je ne sais pas s'il me reste une minute ou pas, quelques minutes ou pas, mais disons, au fond, il y a ces trois problèmes, connaissance, morale et beauté. Le problème principal
de la théorie, si vous voulez, de la connaissance, de la vérité chez Diderot, c'est celui de l'unité de la nature. Et la question de l'unité de la nature, chez Diderot, suppose de montrer ou de rendre crédible l'hypothèse d'une continuité de la matière. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir montrer qu'il y a continuité de la matière la plus grossière, ce qui nous apparaît comme tel, jusqu'à la pensée humaine. Il faut donc pouvoir montrer, dans les termes de Diderot, que la sensibilité est une propriété de la matière. Et là, on pourrait revenir sur les détails si vous voulez, sinon si j'entre là-dedans, on va passer trop de temps, et j'ai déjà dépassé, je crois, mon temps. Mais en gros, il y a cette idée-là qui est fondamentale chez Diderot. La matière, non, ne pense pas, mais la matière est sensible. C'est-à-dire qu'il y a dans la matière une sensibilité latente ou active, qui pourra s'activer en fonction des degrés d'organisation des molécules sensibles, évidemment. Ce qui fait qu'il n'y a pas de, comme on disait à l'époque, de solution de continuité, il n'y a pas de saut, de rupture entre ce qu'on appelle la matière la plus élémentaire et la matière la plus raffinée, ou la plus élaborée, ou la plus organisée, celle qui, par exemple, produit la pensée humaine. Ça suppose aussi la reconnaissance de ce que Diderot appelle l'hétérogénéité de la matière, c'est-à-dire que contrairement à la science dominante à son époque, Diderot est à l'affût de ce que nous appellerions aujourd'hui la chimie et la biologie, qui sont à l'époque des sciences un peu indéterminées, des sciences radicalement empiriques, et qui ont mauvaise presse par rapport, si vous voulez, à la géométrie et à la physique géométrique. Diderot, lui, au contraire, considère que ce qui est intéressant dans la nature n'est pas mathématisable. Il y a une hétérogénéité des forces dans la nature qui explique la diversité indéfinie, si je puis dire, de la nature. Bon, je saute un peu là-dessus, on y reviendra si vous voulez. Je passe à la deuxième partie de cette triade, qui est le bien, excusez-moi. Et évidemment, je sais que Mithya va en parler davantage, je vais peut-être le laisser faire, mais essentiellement, la morale matérialiste est une critique du dualisme qui, autrement dit, fait de la pensée une substance distincte et accorde par conséquent un statut particulier à la volonté, à la liberté, etc. Il s'agit de repenser toutes ces catégories morales sur une base, si vous voulez, naturelle et matérielle, corporelle, pourrait-on dire. La morale humaine est dépendante, pour Diderot, de notre organisation corporelle. Si nous étions faits différemment, si nous avions par exemple un sixième sens, nous aurions des concepts moraux différents. Si nous étions tous aveugles, ici ce soir, nous aurions d'autres valeurs que celles que nous avons. Notamment, par exemple, nous méfierions davantage du vol, puisque, évidemment, on comprend qu'une société d'aveugles serait dépourvue de ce côté-là, donc, etc. La morale humaine est dépendante de cette organisation corporelle qui est elle-même le résultat de l'histoire de la nature, si on peut dire, qui ne comprend aucune finalité, qui est le résultat des ordres contingents qui se sont créés par les forces naturelles. Elle possède néanmoins une universalité relativement à cette espèce que nous sommes, nous, l'être humain, et l'origine de la morale va être à trouver dans ce que Diderot appelle la similitude d'organisation, la ressemblance des besoins. Nous sommes en quelque sorte organisés de la même manière, cela nous donne des besoins analogues, cela nous rend sensibles les uns aux autres, et c'est la base de la morale, laquelle morale n'existe que lorsqu'il y a quelque chose comme plusieurs individus qui doivent gérer les rapports qui les unissent. J'en viens simplement, on pourra peut-être revenir plus tard à la morale, puisque le temps file, mais pour Diderot, la morale va toujours poser un problème fondamental, celui de devoir concilier le désir des individus, le désir de bonheur des individus, avec la conservation de la société. Autrement dit, il y a deux principes d'autoconservation qui se heurtent dans la morale et qui se subordonnent l'un à l'autre.
c'est la conservation de soi, de l'individu, et la conservation de soi, de la société, si on peut dire. C'est dans ce cadre-là, ce cadre matériel, naturel, que Diderot veut penser les bases générales de la morale. Mais on pourra y revenir. J'ai sauté beaucoup de choses que j'avais écrites ici, parce que, malgré tout, je termine juste là-dessus. La troisième partie de la triade dont je parlais, c'était le beau. Diderot considère que la beauté, en fait, dépend elle aussi, comme la morale, de notre organisation en tant qu'espèce. Il n'y a pas de beauté absolue. Il y a une beauté dans la mesure où nous sommes organisés comme nous le sommes. Il est certain que si nous étions des vers de terre ou si nous étions des êtres possédant 7 sens, nous aurions une autre conception de la beauté. Par ailleurs, la théorie diderottienne de la beauté est fondée au départ dans une théorie mathématique qu'il va continuellement modifier, qu'on appelle la théorie des rapports. Il va la modifier pour développer une théorie originale, me semble-t-il, de l'art, dont le paradigme, le modèle pourrait être trouvé dans les salons qui ont été mentionnés tout à l'heure, les salons qui parlent de la peinture, mais qu'on pourrait retrouver dans les autres formes artistiques, bien entendu. Pour Diderot, l'art suppose une double théorie des rapports, si on peut dire, dans la mesure où il y a une beauté en quelque sorte qui a à voir avec l'organisation interne de l'œuvre d'art, les résonances internes et en même temps les résonances morales, si on peut dire, de l'œuvre d'art, de l'œuvre littéraire ou de l'œuvre théâtrale. Une œuvre qui n'est pas potentiellement morale, pour Diderot, qui ne nous transforme pas ou n'a pas potentiellement le pouvoir de nous transformer moralement, n'est pas une œuvre d'art qui remplit son plein potentiel. Donc on l'a souvent accusé de moralisme artistique, mais ce n'est pas le cas, me semble-t-il. Il y a à la fois une pensée, il y a à la fois un niveau qui est celui de la forme, mais la forme n'est jamais autonome pour Diderot. Au contraire, le but de l'art, c'est d'explorer, à travers les rapports esthétiques, d'explorer les rapports moraux, en quelque sorte, qui unissent les êtres humains les uns aux autres. Et c'est pour ça que la théorie de l'art est extrêmement liée à la question du vrai et du bon. Le beau n'est qu'une variation, si on peut dire, du bien, dans la mesure où il examine les rapports qui nous unissent et nous intéressent, comme on disait à l'époque, moralement. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant. Oui, alors bonjour, bonsoir, merci. Bon, je remercie aussi l'Association humaniste du Québec pour l'invitation, et particulièrement messieurs Virard et Lincourt pour le travail d'organisation. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus, qu'on s'écrit, qu'on essaie d'arranger les choses pour s'assurer que la soirée va être agréable. J'espère qu'elle l'est déjà pour vous. Donc, j'enchaîne sur ce que vient de dire Daniel Dumouchel. Au fond, je n'aurai pas à parler beaucoup parce qu'au fond, il y a beaucoup de choses que j'allais dire qui ont été mentionnées, ou enfin, ça me permet de sauter plus rapidement dans le vif du sujet, peut-être. Alors, ce que je voulais faire, au fond, c'était réfléchir avec vous sur le fait que, bon, on appelle la philosophie de Diderot un matérialisme, et évidemment, dans le monde actuel, le matérialisme a une certaine connotation, enfin, veut dire quelque chose qu'il ne voulait pas nécessairement dire au 18e siècle. Et donc, mon idée, c'était d'essayer de présenter qu'est-ce que signifie être matérialiste au 18e siècle. Donc, qu'est-ce que signifie être matérialiste pour Diderot. Alors, Daniel Dumouchel parlait du fait qu'il s'agit d'une hypothèse, et justement, je pense que ce qui est intéressant,
c'est que la perspective de Diderot sur la question du matérialisme, c'est que c'est une hypothèse qui permet en quelque sorte de donner une explication générale à l'ensemble des découvertes scientifiques qui se font au cours du XVIIIe siècle et qui transforment considérablement la conception de la nature qu'on se fait. Alors, il y a des découvertes fondamentales qui se font en biologie, en botanique et dans toutes sortes d'autres domaines, en chimie. Et Diderot reçoit ça et commence à se rendre compte que ces découvertes scientifiques font éclater, disons, ce qu'on pourrait appeler les paradigmes de la métaphysique traditionnelle. Et donc, c'est force de trouver une hypothèse philosophique générale où l'ensemble de ces découvertes-là peuvent, en quelque sorte, recevoir un cadre d'explication. Donc, au fond, c'est une hypothèse au sens où c'est une tentative de prendre acte des découvertes et de les encadrer par un système philosophique global. Et de ce point de vue-là, donc, c'est une hypothèse aussi pour Diderot, qui s'évalue à l'aune de son efficacité, d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce que Diderot, dans plusieurs textes, dit, c'est la raison pour laquelle je suis matérialiste, c'est que ça m'apparaît être, disons, l'hypothèse la plus efficace pour rendre compte de tout ce dont il y a à rendre compte pour comprendre la nature et la place de l'être humain dans le monde. Alors, au fond, quelle est cette efficacité? Alors, je vais vous présenter rapidement. Vous avez déjà un premier tableau. D'abord, son efficacité, elle est critique. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est intéressant avec le matérialisme, c'est que, pour Diderot, ça permet de faire la critique d'un certain nombre d'idées reçues ou de ce qu'il appelle, dans l'encyclopédie, la façon commune de penser. Dont il dit, l'article de l'encyclopédie dit, nous avons fait une encyclopédie pour changer la façon commune de penser. Donc, l'idée que l'encyclopédie veut changer le monde, elle est, en quelque sorte, inscrite au cœur même du projet et elle est ouvertement réclamée par Diderot. Alors, comment changer la façon commune de penser? Bien, il faut d'abord évaluer, essayer de comprendre qu'est-ce que cette façon commune de penser, et je la présente ici sous trois volets. La façon commune de penser, disons, pour Diderot, c'est d'abord ce qu'on appellerait la superstition, c'est-à-dire la tendance spontanée que les êtres humains ont, et non spontanée, mais aussi qui est inscrite dans la culture, du point de vue de Diderot, à expliquer l'ensemble des phénomènes naturels inexplicables pour le moment, parce qu'on ne connaît pas encore, la science ne fournit pas encore les explications nécessaires, par des causes surnaturelles. Donc, comment expliquer, par exemple, que, je ne sais pas, moi, deux personnes qui sont nées au mois d'octobre ont des comportements similaires, bien, au fond, c'est parce qu'ils sont balance. Ce recours à des explications permet de faire en quelque sorte des explications en raccourci, très faciles. Donc, c'est vrai pour l'astrologie, c'est vrai pour l'animisme, c'est vrai pour la magie, d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce que le matérialisme va faire? Il va en quelque sorte partir du principe que ce type d'explication-là ne fonctionne pas. Donc, on peut élaborer une théorie qui élimine d'entrée de jeu toute une série d'explications qui recourent à des concepts très obscurs dont on ne comprend pas exactement leur ancrage scientifique. C'est aussi une arme contre, évidemment, la religion, au sens où, pour Diderot, le plus grave problème, comme c'est d'ailleurs le cas pour la plupart des penseurs des Lumières, le plus grave problème de la religion est essentiellement lié au fait que la religion tend généralement à, disons, instaurer un ordre moral et politique en justifiant ou en donnant une sorte de légitimité à cet ordre-là, en l'assoyant sur un principe qui est supranaturel. Donc on dit par exemple que Dieu s'est révélé dans tel ou tel texte et que Dieu a commandé de faire telle ou telle chose, et donc la raison pour laquelle j'ai le pouvoir, c'est pas parce que je le veux, c'est parce que Dieu me l'a donné, et c'est donc une tâche ingrate qui m'incombe, de sorte que, d'une certaine façon, la religion est constamment prise par Diderot comme étant une construction politique. Et de ce point de vue-là, il est un héritier de, disons, de tous les courants issus, disons, du XVIIe siècle, qu'on appelle les libertins, qui tendaient à faire de l'ensemble des religions une sorte de lecture politique. On trouve des traités clandestins, par exemple, au début du XVIIIe siècle, qui circulent partout, qui ont des titres du genre « Traité des trois imposteurs »,« Abraham »,« Jésus »,« Mahomet ». Bon, vous voyez le genre Alors, Diderot est héritier de ce genre de pensée-là, qui tend en quelque sorte à considérer que la religion est une imposture politique. Donc, il faut la critiquer de ce point de vue-là. Alors, c'est vrai aussi pour ce que j'appelle ici la métaphysique traditionnelle, dont Daniel a présenté un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire que, au fond, que fait la métaphysique traditionnelle, disons, et là j'entends la métaphysique traditionnelle occidentale, elle suppose en quelque sorte que l'ordre du monde tel qu'il est se justifie et s'explique à partir d'une cause qui est elle-même supranaturelle, en l'occurrence Dieu. Si bien que ça nous permet très facilement de présenter l'idée sur laquelle, par exemple, et on entend souvent ça, que par exemple la nature est bien faite ou que les choses sont faites pour telle chose. Alors, au fond, quand on dit par exemple que la nature est bien faite, qu'est-ce qu'on fait? On suppose que l'ensemble des mécanismes naturels ont été pensés à l'avance en vue d'une fin. Alors, d'une certaine façon, qu'est-ce qu'on fait? On explique
l'émergence de telle ou telle caractéristique à partir de l'idée qu'il y a une volonté qui précède cette émergence-là. Alors, ça c'est la première partie donc du matérialisme de Diderot, c'est-à-dire cette idée que le matérialisme permet d'apporter une sorte de puissance critique au sein de la philosophie et qui peut se tourner vers cette façon commune de penser. Mais évidemment, ce ne serait pas suffisant si le projet était purement négatif et n'aboutissait pas à des conclusions intéressantes, si bien que le matérialisme de Diderot s'oriente aussi vers ce que j'appelle ici, ou dessine à l'horizon précisément une nouvelle façon de penser, que je reprends sous trois aspects qui, au fond, correspondent aux trois aspects que je viens de présenter. C'est-à-dire que, d'une part, le matérialisme de Diderot fait partie d'un ensemble de théories philosophiques qui ont émergé au cours des 17e et 18e siècles dans la philosophie moderne, qu'on appelle généralement des naturalismes, c'est-à-dire une théorie générale qui simplement considère que l'ensemble des phénomènes naturels ont une cause naturelle. Et donc, d'une certaine façon, il faut cesser de chercher des explications à l'ensemble des phénomènes qu'on observe en dehors de la nature. Donc, d'une certaine façon, le matérialisme, de ce point de vue, est très simple. C'est-à-dire qu'il s'agit simplement de dire ce qu'on pourrait appeler une théorie déflationniste. Il suffit d'arrêter d'inventer toutes sortes d'entités nouvelles pour expliquer les phénomènes et de ramener les choses à leur ancrage dans les lois de la nature. Ce qui est intéressant, évidemment, de ça, c'est que ce qui en découle, disons, d'une certaine façon, c'est ce que j'appelle ici un humanisme. J'emploie le terme volontairement parce qu'on est dans une soirée organisée par l'association humaniste. Et il me semble que ce qui est intéressant de la perspective du matérialisme de Diderot, c'est précisément qu'en effaçant la référence à Dieu, d'une certaine façon, pour comprendre et justifier les ordres et l'ordre établi autour de nous, le matérialisme se trouve nécessairement en position de valoriser une forme d'humanisme, puisqu'il doit supposer que les institutions politiques et les valeurs morales qui sont les nôtres, celles d'une société donnée, n'ont pas d'autre justification que le bien-être de l'espèce. C'est-à-dire que la seule raison qu'il peut y avoir de se donner telle ou telle forme politique, c'est notre propre bien-être, puisque cet ordre politique-là n'a pas de justification, disons, en dehors de la nature. Donc, pourquoi est-ce qu'on se donnerait un régime politique tel ou tel? Pourquoi est-ce qu'on se donnerait des relations intersubjectives de telle ou telle forme? Ben, c'est simplement parce qu'au fond, c'est la meilleure manière d'assurer notre bien-être. Et donc, évidemment, si un ordre politique nous apparaît insatisfaisant, on a un outil pour le critiquer, puisqu'on peut dire, ben, au fond, il ne correspond pas à la capacité qu'un système politique doit avoir de produire plus de bonheur. Si bien que ce matérialisme permet en quelque sorte d'élaborer ce que j'appelle ici une métaphysique moderne, c'est-à-dire permet en quelque sorte de penser dans un même mouvement quelque chose que je trouve très important ici, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, si l'ordre des choses tel qu'il est ne repose pas sur une explication transcendante, c'est-à-dire extra-naturelle, alors cet ordre n'est pas justifié, si bien qu'il peut toujours être changé. Et je pense que ce qui est intéressant du matérialisme de Diderot, c'est justement de partir de la prémisse que l'ordre dans lequel on vit, on a toujours le droit de le critiquer, on a toujours le droit de vouloir le changer. La nature n'est pas si bien faite, on a le droit de vouloir l'améliorer. Les choses, la société dans laquelle on vit n'est pas si bien faite que ça, elle n'a pas de légitimité dans un principe externe, donc on a le droit de vouloir la changer, on a le droit de travailler à la changer. Et c'est ça que l'encyclopédie, en quelque sorte, réalise, c'est-à-dire que l'encyclopédie, c'est une entreprise qui vise à transformer la société. Mais en même temps, quand on veut changer une société, par exemple, que fait le révolutionnaire quand il veut changer une société, généralement, il va asseoir sa révolution sur un principe qu'il considère plus vrai ou plus légitime que les principes qui sont en place. Et c'est là où, je pense, le matérialisme est intéressant, c'est qu'il empêche qu'on fasse référence pour changer les choses à un principe externe, une fois de plus. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de remplacer un Dieu par un autre, par exemple, ou de remplacer une vérité par une autre, ou de remplacer tel... Mais au contraire, de dire... Aucun être humain peut se réclamer d'avoir un savoir privilégié qui lui donnerait le droit d'imposer son bien aux autres. Donc, d'une certaine façon, c'est ça qui est particulièrement moderne dans la pensée diderottienne, c'est l'idée selon laquelle, au fond, les êtres humains doivent apprendre à cohabiter, puisque aucun être humain ne peut se réclamer d'avoir un statut privilégié qui lui permet de savoir ce qui est bon pour les autres. Donc, je pense que le matérialisme, de ce point de vue-là, a une composante, disons, morale et politique très intéressante. Alors, considérant qu'on a quand même débordé tout le monde un petit peu, je vais m'arrêter là. J'avais une troisième diapositive plus anecdotique, mais je vais la laisser de côté. Et de toute façon, je vais t'appeler à reprendre la parole un peu plus tard. Donc, je pense que là, l'idée, c'est qu'on puisse passer à une période de questions-réponses qui, je pense, va nous permettre de développer plus sur ces questions.
Bien, merci à nos orateurs. Nous avons une période de questions. On a attribué environ 20-25 minutes aux questions. Alors, si les personnes qui ont des questions veulent les poser au micro. Des questions. Monsieur Bourgault. Je ne vais pas m'approcher. Par le sujet qui est présenté ce soir, j'ai comme l'impression qu'évidemment, à l'époque, la conception du matérialisme n'est pas tout à fait complète, dans le sens que parce qu'il m'est venu à l'esprit, j'ai comme l'impression que, par exemple, concernant la conception de la science ou des connaissances scientifiques, le sentiment qui me vient, c'est qu'il y a encore une sorte d'esthétique idéaliste de la nature, en le sens, par exemple, le système solaire est nécessairement, probablement à l'époque, oui, centré sur le Soleil, mais dont les circonférences sont tout à fait rondes par rapport au Soleil, non pas elliptiques. Enfin, je veux dire, c'est juste une image, une illustration de ce que je veux dire, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quand même une forme d'esthétisme idéaliste dans sa conception de la nature, même si on a vu matérialiste. J'imagine que tu vas réagir aussi. Je ne sais pas, on va peut-être pas faire la même réponse. Je dirais que ça dépend des matérialistes. Je ne sais pas si on peut généraliser ce que pensent les matérialistes là-dessus. Moi, j'ai l'impression que Diderot ne serait pas de ce clan-là, parce qu'il a une conception de la nature qui est une conception, en fait, d'un ordre passager, fragile, dans lequel il subsiste du chaos. Dans la conception diderottienne du matérialisme, elle reste liée, je vais devoir faire référence à une théorie très peu connue aujourd'hui, mais qui est en fait la théorie d'Épicure et de Lucrèce, en fait, et ce qu'on appelle le néo-lucrétianisme au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est l'idée selon laquelle, au fond, c'est simplement le jeu du hasard qui crée des ordres temporaires, passagers, et la nature que l'on voit est simplement un ordre provisoire. Les ordres que nous percevons sont provisoires et on applique une sorte de sophisme à l'ordre que nous percevons. Nous percevons un ordre et nous pensons qu'il a toujours existé, qu'il a été créé, qu'il est beau, qu'il est parfait, qu'il est c'est parfaitement circulaire, comme vous disiez par exemple. Alors, j'ai l'impression que le courant matérialiste auquel s'associe Diderot est plutôt un courant qui considère que la monstruosité est constamment à l'œuvre dans la nature. Et que la monstruosité au sens de l'époque, c'est-à-dire la production d'anomalies, est constamment présente. Et la nature en donne constamment des preuves. Et d'ailleurs, la nature produit constamment de nouvelles formes vivantes, notamment sous la forme de ce qu'on appelle la génération spontanée. Et Diderot croit fermement à la génération spontanée, qui a été défendue par un naturaliste qui s'appelait Needham à l'époque, et qui a été par la suite réfuté par quelqu'un comme Spallanzani à la fin du XVIIIe siècle. Mais à l'époque, on pouvait défendre la génération spontanée, et Diderot, les matérialistes en ont besoin, parce que c'est la preuve que la nature, et là ce sont les termes de Diderot, fermente, est en fermentation. Elle produit des nouvelles formes, qui peut-être ne survivent pas. On ne sait pas si ces petites anguilles qu'on voit au microscope vont mourir ou vont créer une espèce qui va rester et se développer. Mais la nature est constamment en production, et aux limites aussi de la nature, le désordre menace toujours. C'est pour ça que je suis un peu en désaccord avec l'idée qu'il y aurait une sorte d'esthétique de l'ordre encore à l'œuvre dans ce matérialisme-là, mais vous avez probablement raison pour d'autres formes de matérialisme. Chez Diderot, je mettrais un bémol. Juste simplement pour compléter par un exemple, dans un texte de 1749 intitulé « La lettre sur les aveugles », Diderot fait exactement l'inverse en fait de ce que c'est, c'est-à-dire qu'il présente un personnage qui est considéré comme un monstre et qui défend la thèse sur laquelle la nature est imparfaite. Et il le fait comment? En disant précisément qu'il fait remarquer à son interlocuteur, qui est un défendant du déisme, c'est-à-dire d'une idée sur laquelle, créationniste, sur laquelle il y a un ordre parfait, la nature est belle et qu'est-ce qui peut être derrière une telle perfection, une intelligence divine, etc. Donc on pense l'ouvrier à l'œuvre
on passe de l'œuvre à l'ouvrier d'une certaine façon. Diderot dit, si votre ouvrier était parfait, il ne ferait pas des aveugles dans une communauté humaine, parce qu'au fond, il fait ce qu'on appelait à l'époque des monstres. Et donc, l'aveugle sert précisément Diderot pour dire, la raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'il y a un Dieu, c'est précisément que l'ordre est imparfait. L'ordre est toujours provisoire, il produit des mutations, ce qu'on appelle aujourd'hui une mutation. Daniel parlait de génération spontanée, mais aujourd'hui, on pourrait dire la même chose. Il y a des mutations qui émergent à cause de conjonctions génétiques, disons, fortuites. Et ces mutations-là, des fois sont bonnes et des fois sont mauvaises, et il faut l'accepter. Elles sont naturelles. On ne peut pas donc qualifier moralement ou esthétiquement la nature. La nature fait juste suivre son cours d'une certaine façon. Merci. Le suivant. Monsieur Bernier. J'aurais une question qui revient justement sur votre terme, l'humanisme. J'ai lu il y a quelques mois un livre écrit par un philosophe montréalais, Daniel Jacques, La mesure de l'homme. Et tout au long du livre, l'impression qui ressort, et là je voudrais l'entendre de la part de philosophes, j'en suis pas un, c'est comme s'il y avait une contradiction entre être matérialiste, c'est-à-dire proposer une approche complètement naturalisée de l'être humain, et être un humaniste. Comme si, en disant l'être humain provient de la nature, donc il n'est que ça, comme on dit, il n'est qu'atome et vide, on le rabaissait et on ne pouvait pas être à la fois un naturaliste, quelqu'un qui est un matérialiste et un humaniste. Je voudrais vous entendre là-dessus. Oui, c'est très intéressant en fait parce que c'est toujours la même chose qui revient, c'est-à-dire que c'est une critique qui date déjà au XVIIe siècle, quand Spinoza, par exemple, écrit ses traités. On attaque le spinozisme en disant qu'au fond, toutes les thèses qui, au fond, rabaissent l'homme à n'appartenir qu'à une seule substance, au fond, lui enlèvent sa dignité. Et en lui enlevant sa dignité, lui enlève le droit auquel il pourrait prétendre de se donner du bien à lui-même, d'une certaine façon. Et dans le cas de Diderot, je pense qu'on a affaire à exactement ce même genre de paradoxe, c'est-à-dire que dans la perspective de Diderot, les êtres naturels qui émergent ont spontanément tendance à chercher leur bien-être. Et donc, tous les êtres naturels ont autant le droit les uns que les autres à chercher leur bien-être. Et donc, les êtres humains, étant des êtres naturels, étant des êtres faits de matière, sont comme tous les êtres, recherchent leur bien-être, et donc, ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit, pour le faire, de transformer la nature pour l'adapter à leurs besoins, mais ils ont aussi, évidemment, il y a un devoir corrélatif. Si les modifications qu'ils imposent à la nature finissent par avoir des effets négatifs sur eux, évidemment, ils doivent réfléchir aux conséquences de leurs gestes. Mais il en demeure pas moins que rien n'empêche l'être humain, comme n'importe quel autre être, de chercher son bien. Alors, les chevaux font ce qu'ils ont à faire pour chercher leur bien, les poules font ce qu'ils ont à faire pour chercher leur bien, les moules, au fond de l'océan, font ce qu'elles ont à faire pour être toujours bien, pour ce qu'on appelle persévérer dans son être ou se conserver. Les êtres humains ont tout à fait le droit de le faire, et les autres êtres naturels ont le droit de le faire aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui empêche de penser à un humanisme dans ces termes-là. Ce n'est pas une dignité supérieure de l'homme, c'est une dignité égale de l'homme à tous les êtres naturels que de chercher à vouloir améliorer le monde dans lequel ils vivent. Peut-être que la seule différence de l'être humain par rapport aux autres animaux, c'est qu'ils ont une capacité de transformer leur environnement qui n'est pas autant présente chez d'autres espèces, quoique selon les espèces, ça peut varier. Et donc, c'est ça qui, aujourd'hui, disons, au XXe siècle, pose un véritable problème, parce qu'on est face à des cataclysmes environnementaux, etc. Mais c'est évidemment des problèmes auxquels les gens du XVIIe siècle n'étaient pas confrontés. Encore que, déjà, on trouve chez des gens comme Diderot et Rousseau des remarques qui vont tout à fait dans le sens de l'écologisme très contemporain, c'est-à-dire qu'ils passe déjà un certain nombre de remarques sur le fait que, par exemple, la mécanisation, l'industrialisation progressive de certains métiers tend à produire un accroissement de surplus qu'on gaspille, des choses comme ça. Donc, il y a déjà ce genre de conscience-là qui se développe chez ces auteurs. Juste rajouter, Daniel Jacques emploie le terme d'anti-humanisme en parlant d'une approche naturaliste. Je ne sais pas si je peux, même si la question ne m'est pas adressée, votre question est intéressante, puis c'est vrai que ça soulève beaucoup d'enjeux, d'abord parce que souvent l'humanisme est associé à l'origine historiquement, ce qui s'est appelé l'humanisme, à une position, somme toute, qui confère une dignité à l'homme supérieure à l'ensemble de la nature, des choses semblables, ce qui n'est pas du tout le cas dans le matérialisme du XVIIIe siècle, mais surtout, on reproche aux matérialistes, et j'avoue ne pas avoir lu le livre de Daniel Jacques, qui est pourtant un collègue de classe lorsque j'étais étudiant. Mais je me fie à ce que vous dites, et c'est un reproche qu'on adresse souvent et qu'on adressait déjà à l'époque aux matérialistes, c'est-à-dire qu'on considère que la morale ne peut pas être fondée par une référence à la nature. C'est comme si, au fond,
une morale naturelle ou matérialiste conduirait forcément à l'immoralisme, à l'exploitation de l'homme par l'homme, comme si au fond, quand Dieu est mort, tout est permis, si je peux dire. Hein? Alors que Rousseau, d'Holbach, Helvétius, tous les matérialistes du XVIIIe siècle essaient de montrer que, bien entendu, la nature est neutre moralement, si on peut dire, mais elle n'est pas... rien n'empêche que les rapports qui s'établissent entre les êtres humains qui recherchent leur bien-être et qui recherchent en même temps leur organisation collective, aussi pour se procurer leur bien-être individuel, rien n'empêche que ça crée des obligations de type moral. Et ils essaient tous de défendre l'idée que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas référence à un principe d'une quelconque dignité quasi religieuse qu'on ne peut pas fonder une sphère de rapport entre les êtres humains qui soit véritablement morale en tant que tel. Et je trouve surprenant même qu'un livre récent associe le matérialisme à un anti-humanisme. Et ça revient... Oui, c'est vouloir se donner un ennemi imaginaire qu'on peut facilement démolir, si je puis dire. C'est dommage. Je ne l'ai pas lu, alors je ne peux pas... Bonsoir, c'est M. Lincourt. Oui. C'est vous qui avez fait la présentation. Dans votre présentation de Diderot, vous dites quelque part que bien avant Darwin, il aurait été un précurseur de la théorie de l'évolution. Et dans mon esprit, quelqu'un qui croit à la génération spontanée, disons qu'il y a une dichotomie entre les deux pensées. Comment est-ce que c'est exprimé chez Diderot la pensée de l'évolution des espèces? À un moment donné, il dit par exemple que il y a une continuité et une évolution entre la matière, le marbre par exemple, parce qu'il dit que le végétal se nourrit de terre, de minéraux, de tout ça, et que par la suite, les animaux mangent des végétaux et les êtres humains mangent des animaux, et qu'il y a donc une continuité entre la matière inerte et l'être humain, et que ceci évolue dans le temps. Et cette intuition qui n'était pas prouvée scientifiquement, c'est Darwin, beaucoup plus tard, qui a réussi à le prouver, Diderot dénonce à ce moment-là. Et c'est ainsi que l'on dit qu'il a eu l'intuition de l'évolution, de la théorie de l'évolution. Et il a aussi critiqué ce qu'on appelle aujourd'hui le créationnisme, c'est-à-dire, avec toute sa théorie du matérialisme, en effet, que tout ce qui existe est créé par un Dieu omniprésent, créateur, et qui a fait tout ce qui existe sur la planète, mais c'est manifestement pas ça. Une des caractéristiques du 18e siècle, c'est qu'on faisait partout dans le monde connu à l'époque des découvertes toutes les plus spectaculaires les unes que les autres. C'était l'époque où il y avait les grands voyages d'explorateurs, où on calculait la circonférence de la Terre. Il y avait tous les jours, des nouveaux concepts qui arrivaient dans toutes les sphères de la connaissance. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons, si vous voulez, un immense bagage de connaissances où la nature est cataloguée. Par exemple, en botanique, on a à peu près toutes les plantes, puis on en découvre d'autres. En chimie, on a une base, en physique, en astrophysique, etc. Mais à l'époque, tout ça, ça se construisait. Donc, c'est une nouvelle connaissance qui arrivait tous les jours et que Diderot a essayé de cataloguer d'une certaine façon dans une synthèse, dans l'encyclopédie. Il n'était pas le seul à faire des encyclopédies. Les Anglais en faisaient, les Scandinaves en faisaient, les Allemands en faisaient, et tout le monde faisait ça. Et ça amenait un challenge, on dirait aujourd'hui, aux conceptions. Et
les vieilles explications de la tradition, de la religion, hein, de Dieu, à un moment donné, ça ne tenait plus. Enfin, je peux dire, à un moment donné, ça pétait dans tous les sens. Et c'est ce qui amenait tous ces gens extrêmement intelligents à rechercher de nouvelles explications de la nature. Voilà, c'est un peu mon explication. Je sais pas si je peux juste... Il y a beaucoup de choses embryonnaires à l'époque. Oui, je peux juste réagir, juste pour rebondir sur la question, parce que je trouve ça très intéressant. Souvent, la raison pour laquelle on fait cette espèce de filiation entre, disons, le matérialisme du XVIIIe siècle et Darwin, ça vient du fait aussi que, Daniel Tümchen en a parlé, la plupart des auteurs matérialistes sont néo-lucrétiens, c'est-à-dire néo-épicuriens, c'est-à-dire défendent la thèse sur laquelle le monde est fait d'atomes qui s'agglomèrent selon leur configuration propre, selon un ordre, disons, fortuit, c'est-à-dire que les atomes sont en circulation permanente et s'ils sont capables de se joindre l'un à l'autre, ils se joignent, si bien que la notion d'espèce, par exemple, est sans stabilité. Pour Diderot, Diderot dit à un certain endroit, une espèce, c'est une tendance spontanée des atomes à s'agglomérer plus selon telle forme plutôt que telle autre. Ou il dit encore, c'est un effet plus fréquent parmi d'autres effets possibles. Donc, d'une certaine façon, il n'y a pas de base pour expliquer le concept d'espèce. Alors, pour ces gens-là, on parle souvent, plutôt que de parler, disons, de darwinisme, on devrait parler de transformisme. C'est-à-dire que les espèces se transforment à cause de l'émergence de mutations. Et il y a des endroits où les formulations sont très proches de Darwin. Par exemple, dans la lettre sur les aveugles, Diderot dit « La nature peut produire toutes sortes d'êtres différents et seuls ceux qui sont non contradictoires survivent. » Alors, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de conception de l'hérédité, parce qu'on n'a pas encore découvert les lois de l'hérédité, et il n'y a pas de conception de sélection naturelle, parce qu'on n'a pas encore une théorie du rapport individu-environnement solide. Mais l'idée sur laquelle les êtres émergent, ont des formes particulières et survivent ou ne survivent pas selon leur configuration propre, ça c'est déjà présent. Donc on est très très proche, mais il manque quelques concepts clés pour pouvoir mettre une armature scientifique. Alors c'est pour ça qu'on parle d'intuition, c'est qu'au fond, on comprend, quand on voit les polypes, les nouvelles espèces émerger au XVIIIe siècle, comme le disait M. Lincourt, les nouvelles espèces qu'on découvre commencent à nous dire qu'il y a des êtres intermédiaires entre les espèces, donc on commence à voir ces intuitions-là, mais il nous manque la théorie de la sélection naturelle qui va être découverte par Darwin. Je ne sais pas si je peux rebondir sur le rebondissement. Je ne reste plus beaucoup de temps, maintenant, ça fait beaucoup de rapports. Brièvement, c'est que tout ce qui a été dit est très intéressant, mais je voulais seulement ajouter un point, c'est qu'il y a un historien des sciences de la vie au XVIIIe siècle, très connu, Jacques Roger, qui dit qu'au fond, Diderot ne pouvait pas, il y avait un empêchement dans la pensée de Diderot à une véritable pensée transformiste, qui est le vrai ancêtre de l'évolutionnisme. Tout ce qui a été dit est tout à fait juste, je ne veux pas le critiquer, mais dans le néo-lucrétianisme, que Diderot va maintenir, même lorsque sa théorie de la matière va devenir beaucoup plus élaborée, plus chimique que mécanique, comme c'était le cas chez Épicure, hein, c'est plutôt des forces chimiques qui agissent chez Diderot, il va quand même garder l'idée qu'une espèce ne se transforme pas en une autre. Et c'est un obstacle radical à une vraie pensée évolutionniste. C'est-à-dire, au fond, ce qui se passe, c'est que l'anguille de Needham, microscopique, peut devenir un éléphant, mais elle ne peut pas se transformer en une autre espèce. C'est-à-dire, elle peut simplement suivre sa propre courbe, apparaître, se transformer et disparaître. Mais il n'y a pas de principe de transformation comme il y en a chez Darwin, par exemple, d'une espèce à l'autre. Et quand ça intervient à l'époque, ça intervient par exemple chez Buffon comme une pure hypothèse, où il interprète par exemple, il se demande si l'âne peut être compris comme un cheval dégénéré. Et si c'est le cas, dit-il, on pourrait repenser un nouveau principe d'unité de la nature sous la forme d'une transformation des espèces dans une autre. Mais ça intervient comme une hypothèse et tout de suite il nous dit, ben non, on sait que les espèces existent, c'est écrit dans la Bible, on arrête d'en parler. Mais on voit que l'idée est là quand même. Mais chez Diderot, il y a un obstacle. Il y a un obstacle qui est l'idée que les espèces sont quasiment ontologiquement séparées les unes des autres. C'est une question très importante. Des connaissances de l'époque. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai plus de temps pour une question maintenant. Il faudrait passer à la deuxième partie. En fait, on a une pause de 10 minutes, si vous voulez. Ou bien on passe par-dessus la pause et on continue. On continue.